pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack.
juste milieu. Je crois que c'est qui elle craque. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous les copains, bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot. Ça y est, c'est l'heure avec du retard, 16h50, on a plus le temps. On n'a plus le temps d'avoir le temps. Déjà, regarde, je suis orange. Déjà, première nouvelle. C'est pas un hommage à Donald Trump, pourquoi je suis orange? J'en ai aucune idée. Si seulement je savais, regarde, c'est peut-être la luminosité, regarde, paf, là je suis blanc, regarde, t'as vu? Réglage en direct, ça c'est pas tous les jours. Regarde, là, ben voilà, là, regarde, on dirait un petit jambon, là. Impeccable, voilà. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au taquet. C'est mercredi. Le mercredi, c'est spaghetti. Le mercredi, c'est cannelloni. Enfin, vous choisissez vos pâtes. Et surtout, le mercredi, c'est farce tranquille, les copains. À 18h, l'épisode est prêt, l'épisode est en boîte. J'ai hâte de vous le montrer, d'avoir votre avis dans cette journée incroyable. Macron va parler à 20h. Macron va parler à 20h. On va parler de tout ça, évidemment, vous vous en doutez. Et gros sujet aujourd'hui, gros sujet, l'affaire Betaram, l'affaire Cotino, l'affaire Le Squarneck. On va revenir sur tout ça. Sont-ce des écrans de fumée parfaits pour l'affaire Brigitte Macron? Là, tu vas me dire, Rémi, ça n'a rien à voir. Et je pense que si. L'inspecteur Pangolin est sur le dossier, en forme. C'est chargé en ce moment, c'est chargé, mais on est là. Mais on est au rendez-vous. En plus, voilà, il n'arrête pas de se passer des choses. J'apprends que je suis de gauche. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Il se passe sans arrêt des trucs. Donc, les amis, on est là, on est ensemble. C'est le Juste Bistrot. Un petit point de calme dans ce monde complètement tortueux, complètement fou. Et on est là. Nous, on est là. On est au rendez-vous, les amis. Sur Facebook, sur Twitter, sur
Twitch, sur TikTok, tapoter l'écran, ça fait des cœurs, on ne sait pas pourquoi, on s'en branle, mais c'est rigolo. Donc, voilà, c'est le plaisir. Et ce soir, c'est le PSG, Paris Saint-Germain contre Liverpool. Je pouvais pas blairer le PSG, génération Messi, Mbappé, toutes les starlettes. Là, on a une belle équipe. Il y a des jeunes, ça bricole, Joao Neves, Pacho, Dembélé qui a décidé de mettre un pied devant l'autre. On a une belle équipe. You'll never walk alone. Ce soir, PSG-Liverpool. Aviva PSG. Enfin, Liverpool-PSG d'ailleurs. Très exactement. Allez, le PSG. Voilà, on le dit. Et puis samedi, bien évidemment, j'ai hâte. J'ai hâte comme jamais. Samedi, c'est France. Irlande au rugby, Irlande-France au rugby, ça fait plaisir. Donc voilà, les copains, est-ce que vous ça va? Est-ce que vous ça va les amis? Je vois que vous êtes déjà nombreux et nombreux à parler de cette histoire de Macron à 20h. Alors on va commencer avec ça, je sens que ça vous titille le bout du sgeg, hein, si j'ose dire. Merci à mon Jérôme, 010277 pour le sub 17e mois. J'espère que tu vas bien, camarade. Voilà, merci également à Volderine, 666 pour le subprime 21e mois. Merci beaucoup, les amis. Il y a Blueby3 qui dit « Je suis grognon, comme d'hab ». Galdride qui dit « Merci beaucoup Rémi pour ta vidéo sur C8 ». Merci, merci. Elle m'a coûté cher cette vidéo, putain. J'ai appris que j'étais une pute. Hein. Vraiment, je ne savais pas. Hein. Ah, j'ai pris des balles perdues de partout, c'est extraordinaire. Mais c'est l'idée, on va pas refaire le chapitre. On en a déjà parlé hier. Là, j'ai Divisio qui m'est tombé dessus, j'ai Morio. Peut-être bientôt, j'ai ma mère qui va m'expliquer qu'en fait, je suis une merde. Enfin, ça va. Je ne savais pas que en touchant à Knafo et à Nouna, j'ai l'impression de m'en être pris aux États-Unis. Vraiment, putain, c'est extraordinaire. Hein. Je savais pas que apprécier ou pas une émission de TV, ça pouvait positionner un homme. C'est extraordinaire. Hein. Putain, la prochaine fois, je ferai des vidéos sur les marmottes et le chocolat, hein, parce que putain, ouais, j'ai appris que je suis de gauche. Morio, il a mis un tweet, il a dit, ouais, c'est juste parti pris. Putain, merde, je savais pas. Ah non, mais bon. Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, attention. Hein. Moi, au départ, j'ai essayé de faire mon travail, en fait. Hein. Non, mais comme un con. Je veux dire, le con. Et je savais pas que faire le travail, ça marche quand tu parles des wokistes, quand tu parles de Disney et c'est la petite sirène. Par contre, quand tu parles de CNews, là, ça marche plus. Donc, bon, bref. Alors, attends, apparemment, j'ai plus de son. Ouais, j'ai dû toucher au câble. Ça, c'est... Ouais, non, mais je sais. Attendez, bougez pas. Regarde. Non, c'est ma faute. Vous m'entendez ou pas? Houston à la base. Allô? Ah, il n'y a plus de son, putain, qu'est-ce que j'ai branlé encore? Allô? Aux enfants de la patrie. Allô? Allô? Ah merde, c'est un coup des Russes, putain, le son ne marche pas. Allô? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'arrive, oui, je sais, j'ai vu, j'arrive. Ça va ou pas? Non, on n'est pas revenu, hein. C'est l'Arcom. Arcom, c'est sûr. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu, putain, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien qui tient. Mais merde, tu m'entends pas, toi? Le micro, il est bon? Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. T'as vu, tu t'es retourné, ça a marché. Ouais, comme quoi? J'ai vu des films où c'était pas. Par rapport à... Allez, Yes! calmons-nous. Voilà, allez, insatiable, va. Voilà, t'as vu, le micro coupe et on a dit des bêtises, là, voilà. Non, c'est moi, le câble est sensible. J'ai touché le câble, ça s'est arrêté. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc oui, je vous disais... Non, mais on va pas refaire tout le chapitre. Hein. Vraiment, j'en ai plein le cul, mais... Ouais, non, mais j'ai appris que j'étais le dernier des connards parce que je faisais mon boulot. Quand je fais mon boulot contre les woke, là, ça va. Après, je savais pas que tu pouvais pas faire des vidéos et le même travail. Enfin, bon, bref. C'est bien, c'est chouette. Et puis c'est le but du jeu, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis de gauche, je suis de droite. Moi, en vérité, je sais pas qui je suis, finalement. J'ai l'impression d'être transpolitique, en fait. Moi, j'ai jamais décidé de quel bord j'étais. C'est tout le monde qui décide pour moi. Quand je tape sur la droite, je suis de gauche. Quand je tape sur la gauche, je suis de droite. Je devrais faire comme Katniss. Je tape sur ma femme, je suis député. Non, je rigole. Ça, c'est pas marrant. Puis, il faut pas faire ça, de toute façon. Enfin, apparemment, quand t'es député, t'as le droit. Je sais pas. Ouais, il y a mon bab comme ça qui dit « Sérieux, Morio, t'es tombé dessus ?» Non, mais il a fait un tweet. Bon, monsieur... J'ai pas répondu. C'est pas grave, mais vous irez voir, mettez des likes pour moi. Mettez des likes de ma part, j'ai pas le temps. Ce soir, je fais du home trainer. Puis tu sais, moi, ma vie, c'est le travail, j'aime mon travail, Madame Milieu, mes copains.
veux que je te dise. Je ne pensais pas déclencher un tsunami diplomatique en parlant d'Hanouna. Puis j'en ai rien à branler, en plus, c'est extraordinaire. Bon, bref. Macron 20h, c'est ça le vrai sujet. Surtout que nous, on est tous là en disant ouais, oh, on est en guerre là, à mon avis. Là, ça va swinguer, à mon avis. Là, ça va swinguer. Alors, les amis, sur cette affaire-là, vous l'avez vu, on va voir. Évidemment, on ne peut jamais vraiment trop présumer d'Emmanuel Macron. Hein. C'est le problème, c'est que nos journalistes appellent ça le en même temps, mais c'est juste le mot poli pour qualifier un dirigeant politique instable. Véritablement instable, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, alors attends, je vois des trucs dans le chat, on papote un peu avant le début de l'émission. Au pire, vous serez en retard sur la farce tranquille. Hein. Je crée ma propre concurrence. Mais c'est vrai qu'il faut répondre à tout ça. Gilomax92 qui dit t'arrêtes, alerte générale. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je suis pas au courant. Non. Juste, et on en a déjà parlé dans le Juste Bistrot, les amis. Hein. Moi, je pense qu'on doit discuter en coulisses pour refonder un peu le format. Je trouve ça cool de voir ce qu'on peut imaginer parce que les derniers épisodes, je trouvais qu'on était plus dans des postures qu'autre chose. Donc voilà, moi, ma position elle est claire, on en avait déjà parlé. J'ai pas envie de faire une émission pour vous dire ce que vous savez déjà, ce que vous pensez déjà. Macron il est méchant, les pauvres ils sont pauvres et c'est pas bien. Je veux pas que ce soit une pièce de théâtre mensuelle et voilà, moi je suis chaud que ça continue, mais avec une forme plus vivante, avec peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il faut qu'on en papote, mais ça va revenir avec plaisir. Si ça doit se faire dans le bon sens, avec grand plaisir. Mais je veux pas tomber dans un truc attendu. Moi c'est pas le genre de la maison, si c'est tout le temps la même chose sur le même sujet et tout, voilà. Mais à voir, mais à discuter. Peut-être que je me plante et que c'est très bien comme ça, j'en sais rien. À discuter avec les copains, on verra. Mais non, il n'y a aucun projet d'arrêt ferme et définitif pour l'instant, évidemment. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, attention. Voilà, moi, Gilomax92 qui dit je te demande, pas de problème. Bah, je te réponds. Voilà. Donc, voilà, Carmine dit, voilà, qui dit coucou, Muste Julieux. Ah, c'est une contrepétrie, en fait. Ah, c'est marrant. Bon. Mais donc voilà, affaire à suivre dans les amis. Mais c'est vrai que moi j'aime bien. De toute façon, j'ai l'impression que plus ça va, plus je suis Jean-Jacques Goldman. Moi. Je marche seul. Juste au milieu, on bricole. Nous, de toute façon, plus personne nous aime. Donc la gauche nous aime pas, la droite nous aime pas. C'est très bien comme ça. Ah, on est en train de créer un truc au milieu. Ça me plaît bien, ça bricole. On emmerde tout le monde en vérité, donc c'est ça qui est bien. C'est aussi le principe, c'est de taper sur tout le monde, ça fait chier tout le monde, c'est extraordinaire. Intomac qui dit Divisio a accepté ton invitation finalement ou pas? Non. Hein, on s'est eu au téléphone, alors je tiendrai privé évidemment la discussion, mais par respect, c'est normal. Mais moi j'avais cru que oui, parce qu'au début il m'a dit oui sur Twitter, mais finalement peut-être, on s'est eu au téléphone, c'est non. Voilà, je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est non. Donc c'est comme ça, c'est la vie, et puis pas de problème, on embrasse, pas de souci. Hein. Donc ouais, non, c'est non. À mon avis, c'est non, et puis c'est non pour toujours. Voilà. Mais c'est pour ça, moi, ça me va, ça me plaît bien, on est bien comme ça, on est bien entre nous. Charles Max 331, et merci à Lola 1644 qui vient de sub 22e mois. Charles Max 331 qui dit Poulain doit clarifier sa situation sur les présidentielles avant, si c'est candidat, il a plus sa place dans l'alerte générale. Alors, c'est pas de pas avoir sa place, hein, qu'on soit bien d'accord. Au contraire, moi je trouve ça chouette. Mais ça, on en a déjà parlé aussi, donc il n'y a aucun secret, il n'y a rien du tout. C'est un principe que j'ai, mais vis-à-vis de tout le monde, que ce soit Alexis Poulain ou n'importe qui d'autre. Alerte Générale est une émission qui réunit des journalistes citoyens. S'il y a une démarche politique, et c'est très bien, et grand bien lui fasse à l'ami Alexis, mais effectivement, ça nous met en tout cas, je trouve que ça me met dans une situation de conflit d'intérêts qui est juste à évoquer, juste en début d'émission. Voilà, paf, il a un projet politique. Je sais pas où ça en est cette histoire. Il a un projet politique, point. C'est juste de le clarifier, parce qu'on s'est battus tous ensemble pour dénoncer l'existence de conflits d'intérêts dans les médias et compagnie. Donc voilà, c'est juste pour être rigoureux en fait vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Galdray qui dit t'aimerais essayer d'interviewer Anne Morelli sur la propagande de guerre. J'aimerais beaucoup. Celle qui a écrit un bouquin formidable sur. Je me rappelle plus le titre. C'est pas 12 points pour réussir la propagande de guerre ou quelque chose comme ça, qui est un bouquin brillant. Je l'ai lu il y a quelques temps. Elle avait été interviewée, je crois que chez les amis d'Antithèse. Martin, qu'on embrasse, Martin Bernard. Je sais plus. Donc voilà, quoi. Voilà. C'est comme ça. Gilomax92 qui dit est-ce que tu feras de la condescendance comme les journalistes mainstream? Alors comment ça, camarade? Comment ça, j'ai pas compris? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Dis-moi tout.
Dis-moi tout. Dis-moi tout, cher ami. Mais c'est vrai. Non, mais c'est voilà, c'est l'actu. Hein, c'est l'actu aussi. Y a pas de souci. Moi, je suis un gentil. Moi, je suis sympa. On m'invite, je parle. On m'invite pas, je parle pas. Tant qu'on me chie pas à la gueule alors que j'ai rien demandé, ça me va. Hein. Moi, je suis là, je suis pour l'apéro. Je suis pour l'apéro, je suis un gentil. Je parle avec ceux qui veulent me parler. Je parle pas avec ceux qui veulent pas me parler. Et puis voilà. Massan 3466 qui dit prono pour PSG Liverpool. On veut tes pronos de génie. Voilà, ça c'est mon vrai domaine. C'est là où je suis bon. C'est là où faut. Pourquoi le Moscato Show m'appelle pas d'ailleurs? Je pose la question. Pronostic ce soir. On va être très très clair. Match à Anfield, donc à Liverpool, en Angleterre. You never walk alone. 2-1 Liverpool. 2-1 Liverpool, mais très beau match. Très beau match. Très beau match du PSG qui va être en bonne position pour l'emporter au retour. Voilà, c'est 2-1, vous l'aurez entendu. C'est but de... attends, c'est les frères. T'as Guéladoué et comment il s'appelle? Désiré Doué qui joue au PSG, c'est Désiré Doué. But de Désiré Doué. Voilà, je le dis. Et côté Liverpool, bon, bah, ça va être un but de Salah et un but de... je sais pas... mon oncle, et puis voilà. Donc, non, attends, le match aller à Paris, excusez-moi, je me suis planté, le match aller au Parc. Déjà, ça commence très très bien, tu vois. Donc c'est quand même 2-1. C'est quand même 2-1 pour Liverpool, et le PSG sera en bonne position pour faire un coup à l'extérieur, du coup, pour le match retour. Excusez-moi, tu vois, pourtant, je lis l'équipe, hein, je lis la presse spécialisée, hein, et tu vois, je retiens pas tout. Je retiens pas tout. Par contre, je peux vous dire que Violette d'Orange a été interviewée par des lecteurs de l'équipe aujourd'hui, dans l'édition du jour. J'ai des preuves que je le lis. Hein. Violette d'Orange, c'est la jeune fille qui a fait le Vendée Globe. Ça, c'est extraordinaire. Un jour, on parlera Vendée Globe. J'y connais rien. Absolument rien. Mais je trouve ça passionnant. C'est les aventuriers des temps modernes. Les types, ils prennent des bateaux, ça bricole à 60-70 km/h. Ils font le tour du monde. C'est extraordinaire. Et nous, on est tous là en train de bander sur Glucksmann, Attal, Bardella. T'as des vrais aventuriers et tout le monde s'en branle. Enfin, ou presque, à part les amateurs de voile. Donc pas les électeurs du RN. Hein. Oh, c'est un jeu de mots. Et puis, ouais, non, j'y connais foutre rien en voile, mais je trouve ça bravo. Je trouve ça passionnant. Bravo. Donc voilà les amis, sur ça. Alors, on y va. Donc Macron 20h. On va un peu dans les sujets d'actu. 17h04, on a un peu papoté. On y va sur les sujets d'actu. Alors, l'histoire de la choucroute. Macron nous fait évidemment son discours à 20h. Alors avec lui, on est sûr de rien. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce que nos journalistes ont appelé le quoi qu'il en coûte, le en même temps. Et la formule polie pour un individu parfaitement instable dont personne ne peut prévoir les agissements et les décisions. Donc arrêtons de nous voiler la face. Emmanuel Macron est instable, pour ne pas dire taré. Ce qui serait poser un diagnostic psychiatrique que je ne peux pas faire, ça n'est pas mon métier. Donc il est instable, il est parfaitement instable, et en même temps, c'est quelqu'un qui le lundi à 9h te dit tiens, je vais à la boulangerie acheter des croissants, et qui revient avec un pneu de bagnole. Ben, Macron, c'est ça. Et nos journalistes nous disent non, mais c'est super. C'est une méthode de gouvernance. En fait, non, c'est une méthode d'instabilité. Donc ce soir, on ne sait pas. Peut-être que Macron va parler 30 minutes pour nous expliquer les dangers de la grippe. Ou alors, il va nous annoncer que la France entre en guerre. Ou alors, il va nous annoncer qu'il fait un trouble Brigitte Macron, Josiane Balasco. Enfin, on ne sait pas. On peut quand même deviner, pour être sérieux, son intervention risque d'avoir... un lien avec la situation en Ukraine. Maintenant, moi, j'ai fait une petite vidéo ce matin sur les réseaux. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la remontre. Voilà, je fais ma propre pub, comme ça c'est réglé. Je vous montre la vidéo, on va revenir là-dessus parce que je pense, c'est mon pronostic là-dessus, alors on connaît ma capacité aussi, je pense que Macron va, bien sûr nous sommes en guerre, la gravité, mon Dieu, le président qui se met dans les habits du chef militaire pour mieux nous faire passer la pilule d'une potentielle nouvelle réforme des retraites. Je vous mets la vidéo que j'ai faite ce matin et on réagit, c'est pour éviter de radoter ou quoi, je vous montre ça et après on enchaînera, c'est la même idée, c'est le même sujet. Allez, à 20h, voilà, on est le 5 mars 2025 au moment où j'enregistre. Là, à mon avis, c'est grave. Quand il parle à 20h, c'est grave. Ça va être grave parce qu'à mon avis, ça sent le nous sommes en guerre. Voilà, comme quand on faisait la guerre à un virus, tu sais, on se battait en se mettant des cotons-tiges dans le nez et plus si affinité. Voilà,
On ne sait pas si on a gagné cette guerre, mais apparemment elle est finie. Là, c'est une nouvelle guerre. Là, apparemment, c'est l'Ukraine. Vous avez vu, l'oncle Sam a décidé de dire aux Ukrainiens, allez vous faire cuire le cul. Et là, c'est l'Union européenne qui va sauver l'Ukraine. Moi, si j'étais ukrainien, je réfléchirais à prendre un passeport cubain ou autre chose. Parce que là, si l'Union européenne veut te sauver la vie, c'est que c'est compliqué. Mais bon, on va voir. Et forcément, là, l'Union européenne parle d'un grand plan d'armement, de réarmement de l'Union européenne. On parle de 800 milliards d'euros. Pour la France, on parle de 90 milliards qu'il faudrait consacrer au budget de l'armée. Des milliards qu'on n'a pas. Voilà. Alors, c'est pour ça, je suis désolé de vous spoiler le truc. On sait déjà ce que Macron va dire. J'ai un pronostic qui a été d'ailleurs évoqué dans le journal L'Opinion du 5 mars, où on nous dit que Macron regarderait du côté du Danemark. Alors c'est pas pour prendre la fuite en cas, voilà, au cas où si ça tourne mal. Il regarderait du côté du Danemark pour une raison qui n'a rien à voir. C'est que le Danemark va repousser la retraite à l'âge de 70 ans. Voilà, pour faire des économies sociales et tout. Bah c'est logique. Si tu veux donner 90 milliards à l'armée, faut que tu ailles les récupérer ailleurs. Donc ça peut être, je dis pas que c'est une excuse trouvée toute faite, de dire c'est la guerre, donc faut faire des économies, donc on repousse encore l'âge de départ à la retraite. Je dis juste qu'il y a un journal français qui a évoqué la piste. Voilà, donc il y a de fortes chances que Macron ce soir nous dise non, la guerre, Poutine il veut envahir la Bretagne, donc il faut, désolé, on va devoir couper dans les dépenses sociales pour acheter des gros missiles et des gros fusils. Et du coup, bon bah l'âge de la retraite peut-être risque d'être repoussé. Voilà, je sais pas, c'est peut-être du complotisme, mais le problème c'est que tout ce qui a été dit comme complot jusqu'à présent, c'est révélé vrai. Donc dans le doute, je mets une pièce là-dessus. Allez, on se tient au courant. Dites-moi. Voilà. Après cette séquence Inception, où j'ai montré ma propre vidéo, donc le niveau de boulard du mec. Sur ce dossier-là, donc c'est l'opinion, l'opinion d'aujourd'hui qui a parlé de ça, les amis, sur l'aspect purement financier. Avant de revenir sur la potentielle déclaration de ce soir, sur l'aspect purement financier, l'Union européenne, donc, qui veut prendre la tête de la lutte pour l'Ukraine contre la Russie, parce que les États-Unis ont lâché le dossier pour l'instant, en tout cas sur la façade, on va dire. Les Européens prétendent pouvoir lutter, défendre l'Ukraine contre la Russie, donc pourquoi pas. Ursula von der Leyen a déjà annoncé un plan de 800 milliards d'euros pour le réarmement des pays de l'Union européenne. Ce qui est très intéressant, c'est que 800 milliards d'euros, c'était le même montant que le plan de relance Covid. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec 800 milliards. À mon avis, ils ont tellement de pognon à l'Union européenne que 800 milliards, c'est la somme. Tu arrives, tu dis bonjour, un plat de pâtes, 800 milliards. C'est beaucoup quand même. Ah mais c'est des peinés. Ah mais là c'est double. Donc c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce 800 milliards. C'est la somme qui a été annoncée. En gros de l'argent qui serait distribué au pays pour investir dans les armes et de l'argent qu'il faudra rembourser ensuite. Vraiment, l'UE tient la planche à billets, donc il gère le pognon. Pour la France, cela représenterait une dépense de 90 milliards. Et évidemment, il va falloir couper. Quand vous prenez de l'argent d'un côté, quand vous dépensez de l'argent d'un côté, il faut le prendre d'un autre côté. Donc, c'est les vases communicantes, c'est normal. Et donc, l'opinion de ce matin nous dit que Macron lorgnerait du côté du Danemark, où une réforme de la retraite jusqu'à 70 ans a été annoncée, et que ça pourrait être une idée pour la France, parce que vous comprenez quand même la tuile, il faut faire des économies. Donc, pour moi, ça me semble cousu de fil blanc. On verra ce soir à 20h, j'en sais rien. Je ne vais pas faire de réact en direct, je trouve que c'est parfaitement inutile de faire des réactions à chaud comme ça. Comme d'hab, on prendra le temps de se poser. Dès demain, on en parlera un peu plus à froid, évidemment. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire un Macron gravissime, chef de guerre, et qui va nous expliquer que là, il faut tous se mettre au diapason, il faut qu'on fasse des efforts parce que sinon, demain, moi je m'appelle Igor et vous, vous appelez les Bogdanov, tu vois. Donc, parce qu'évidemment, c'est le projet de Poutine depuis le début d'envahir l'Union européenne. Évidemment. Mais depuis 300 ans, en fait. Si, dans l'histoire du monde par Jean-Michel Apathy, en fait, la Russie veut envahir l'UE depuis 1000 ans. 1000 ans, il paraît. Moi, j'ai vu 1000 ans. Ouais. Jeanne d'Arc, elle l'avait dit un jour. Elle avait dit attention Vladimir Poutine. Donc, non, plus sérieusement, ce discours de ce soir va être encore un grand cirque, lourdement relayé par nos médias qui sont devenus des caisses de résonance et de transformation du réel, qui vont nous refaire le même coup, à peu près comme tous les 3 mois d'ailleurs, d'un Macron chef de guerre qui s'est mis dans des habits militaires, qui n'a pas peur de se positionner en leader d'une Europe libre et indépendante. Bon, leader d'une compagnie de majorettes sur une séquence médiatique où on voit bien que
certains pouvoirs européens vont surfer sur cette tendance à la guerre. Regardez les pays du bloc, les pays de l'Est de l'Union européenne, on n'est pas dans la même peur. En Roumanie, si vous voulez, ils ont d'autres problèmes actuellement. Parce que leur démocratie, elle est déjà bafouée, il n'y a pas Poutine. Donc, tu vois, comme en Serbie, il y a une grande révolte étudiante en ce moment en Serbie. Vous avez vu au Parlement hein, ce qui s'est passé. Je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a de très grandes tensions pour l'instant en Serbie, de grandes manifestations étudiantes. Regardez, ça c'était hier au Parlement serbe. Voilà. Des députés sont arrivés avec des fumigènes et compagnie pour soutenir les étudiants. Donc, vous voyez bien que la démocratie est bafouée dans l'Union européenne sans Poutine. Donc à quoi bon faire la guerre en vérité? S'il y a une guerre à faire aujourd'hui, contre qui est-elle? Pour les peuples, pour l'intérêt des peuples. Donc vous avez certains pays de l'UE qui vont jouer cette carte. L'Allemagne s'est un peu positionnée. La France, Macron va le jouer à fond. Mais pour comprendre à quel point Macron est en train de monter, si vous voulez, une petite bulle, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Ouvrez les fenêtres, allez voir par exemple en Italie, si Meloni tient des discours aussi belliqueux. Si Meloni joue à la chef de guerre. Allez voir en Roumanie. Allez voir aux Pays-Bas. Allez voir dans les pays, ne serait-ce qu'autour de nous, en Espagne. Et les dirigeants européens ne jouent pas à ça. Il n'y a que Macron qui est en train, parce que la situation est catastrophique pour lui, que le gouvernement est un ramassis d'ordures, avec des casseroles au cul monumentales, l'affaire Betaram, on va en parler dans quelques minutes, nos médias aux ordres, que plus personne ne prend au sérieux, où on fait des affaires pas possibles, on fait un foin pas possible, avec des contre-affaires pour laisser du temps au pouvoir en place. Pourquoi Macron joue au chef de guerre? C'est pour gagner du temps, pour maintenir les citoyens français dans un état de sidération, de dire putain mais en fait c'est grave ce qui se passe. Allez voir chez nos amis espagnols. Parce que si Poutine veut envahir la Bretagne et veut que demain Perpignan s'appelle Perpignan-Grade, il va pas s'arrêter là. Je veux dire, les Pyrénées, s'il veut avec ses gros missiles, ça fait un parking. Et demain, l'Espagne, ça s'appelle Paille-la-Grade. Donc arrêtons, on n'est pas sérieux les amis. Je vous invite vraiment à lire la presse étrangère. Aujourd'hui avec Google, vous pouvez facilement traduire. Donc allez voir des journaux étrangers. El Corriere della Sera en Italie, El País en Espagne, Die Welt en Allemagne. Et ensuite, regardez les journaux français. Et comparez la gravité française où on va nous faire croire qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, et d'autres pays où... et nos pays voisins. Je ne vous parle pas d'un truc à l'autre bout du monde. Je ne vous parle pas, par exemple, et encore même la Pologne, en vérité. Même la Pologne, ils ont d'autres problèmes actuellement. Donc, vraiment, les amis, ce soir, pas de panique. Pas de panique. Restons sereins, restons ensemble, ne nous divisons pas bêtement, n'ayons pas peur bêtement. Je ne vous tiens pas à un discours rassuriste aveugle, je vous décris la réalité dans les autres pays. Et la France, nous sommes dans une sorte de grosse cocotte minute, on nous maintient dans un état de sidération, alors que ça n'est pas crédible si en Italie, je ne vous dis pas que tout va bien et qu'ils s'en branlent de l'Ukraine, je vous dis juste que Meloni est sur une ligne diamétralement opposée. Donc pas de panique à bord, n'ayons pas peur, on est ensemble. Demain, il n'y a pas la guerre, on va nous faire croire, ils vont jouer à la guerre. Mais ce contre quoi il faut lutter, c'est le fait qu'ils puissent piocher dans le pognon. C'est pour ça que je vous parle de cette histoire de réforme des retraites, c'est que l'argument de la guerre, l'état de sidération qui est recherché, l'état de peur, va permettre de faire passer des pilules pour aller piocher dans les économies des gens. On en parle de plus en plus. Aller piocher dans les épargnes pour financer tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça a à voir avec le fait que la situation économique française est catastrophique, de par l'action notamment, et depuis 7 ans, des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est un faux nez, c'est une fausse peur qui est créée pour justifier des mesures qui n'ont rien à voir. Un état de guerre, Poutine, s'il veut envahir l'Europe, il ne va pas attendre qu'on ait mis la retraite à 70 ans. C'est absurde. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes s'amusent à faire des comparaisons avec Hitler et je ne sais quoi. La drôle de guerre au début de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, il n'a pas attendu sagement qu'on ait fini une réforme sur la sécurité sociale. La guerre, c'est sérieux. C'est pas les majorettes qui sont au pouvoir et pour qui la guerre, c'est Call of Duty. Voilà, donc soyons sérieux et ne sombrons pas dans un état de peur et de panique qui, s'il était justifié, serait universel dans notre zone géographique, c'est-à-dire l'Union européenne, et à minima nos pays voisins. C'est juste ça.
Regardez en Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne sont vraiment les vassaux les plus aguerris des États-Unis, en Grande-Bretagne, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On parle de ça, on parle de l'Ukraine, il faut l'aider, il faut machin, mais ils n'ont pas des Macron qui jouent au général de Gaulle de Vinted. Donc soyons prudents par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier-là. On avance parce que j'ai beaucoup de choses aujourd'hui, les copains. Un petit article, tant qu'on est toujours un petit peu à l'international, c'est le fil rouge, hein, vous le savez, depuis des semaines, on n'arrête pas de parler de ça. Dans le Figaro. Dans le Figaro d'aujourd'hui, on a un article intéressant sur Donald Trump. Alors, on suit le dossier, c'est pas par plaisir que je vous parle tous les jours de ça, mais il se passe énormément de choses dans l'actualité internationale. Donc, je trouve ça chouette. On est au cœur de l'histoire qui s'écrit. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe. Et je voulais revenir sur un dossier. Alors, sur Trump, vous savez, ma position là-dessus n'a pas changé d'un sucre. Depuis le début, je pense qu'il faut être dans la prudence, il faut être dans la froideur, avoir le cerveau froid. Voilà, on doit être comme ça, des reptiles. On est froid et on regarde ce qui se passe pour ce qu'il se passe. On regarde le réel comme il est. C'est ma ligne sur Trump depuis le début. Il y a des promesses, il y a des menaces, il y a des machins. Ok, qu'est-ce qui se fait concrètement ? Sur l'affaire Epstein, je crois que c'est ce soir, hein, vous avez vu, et Idriss Aberkan va recevoir Xavier Hofer, qui fait un super boulot, qui a écrit un super bouquin sur l'affaire Epstein, et Idriss Aberkan le reçoit, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est cette vidéo-là, ouais. Donc c'est ce soir, à 19h, Idriss Aberkan reçoit Xavier Hofer, et ils vont parler la fameuse déclassification de l'affaire Epstein qui ne s'est pas faite. Depuis le début, je vous dis, prudence, c'est peut-être un effet d'annonce. Si rien n'est fait, Trump aura instrumentalisé la pédocriminalité à des fins électorales. C'est ce qui est en train de se passer. Je l'avais dit chez Idriss, c'est en train de se passer. Donc, c'est pas du tout une prophétie. Hein. Il y a des moments où j'aimerais bien avoir tort. Tu vois. C'est pas du tout une prophétie ou je sais pas quoi. Là où j'ai envie d'avoir raison dans mes prophéties, c'est que la France tabasse l'Irlande samedi au rugby. Là, sur ce genre d'affaires, ça me fait chier d'avoir pu flairer le bordel, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et là, il y a un autre dossier pour l'instant qui n'a pas fait beaucoup de bruit, où je vous avais dit la même chose. Je vous avais dit attention, Trump contre l'État profond. Pendant le premier mandat, il n'y a pas eu grand-chose. Pendant le deuxième mandat, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, regardez ce qu'on apprend dans Le Figaro aujourd'hui. Je vais vous montrer. Le Figaro donc du 5 mars, page 19. BlackRock rachète les ports du canal de Panama. Vous savez, le projet de Donald Trump annoncé depuis longtemps qui était « on met la main sur le canal du Panama parce que la Chine lorgne dessus et c'est pas très bien ». Dans le même temps, on nous a dit « ouais, mais Trump va mettre un grand coup de pied à l'État profond ». Bon ben voilà l'État profond. C'est BlackRock qui va mettre la main là-dessus. Je vous lis ce que nous explique Le Figaro. Un consortium emmené par l'américain BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs privés du monde, avec un portefeuille de 11 500 milliards de dollars en 2024, va acheter 2 des principaux ports du canal stratégique qui relie les océans Atlantique et Pacifique à la société hongkongaise CK Hutchison. Selon un communiqué de la société chinoise, le montant de la transaction s'élève à 22,8 milliards de dollars. Le consortium acquérera 90% des ports de Cristobal et Balboa à l'entrée et à la sortie du canal. Donc, c'est toujours la même chose que je vous dis depuis le début. C'est pas une question d'avoir raison ou de pas avoir raison, on s'en fout. C'est d'observer le réel pour ce qu'il est. Quand on voit que Trump fait des deals commerciaux à visée géopolitique, à visée géostratégique, avec BlackRock, qui peut m'expliquer que Trump est un ennemi de l'État profond ? Parce que s'il y a vraiment un représentant de l'État profond américain, c'est BlackRock. Je pense que sur ça, on peut au moins être d'accord. Je pense que les fans de Trump, les pro-Trump qu'il y a parmi vous, avec qui c'est chouette de discuter, tout, je le sais, c'est la force de la communauté juste milieu. Il y a de tout le monde, il y a de tous bords, il y a de toutes les idées. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. BlackRock est le visage financier de l'État profond américain. Bon, quand Trump fait une alliance, entre guillemets, avec BlackRock pour mettre la main sur le canal du Panama, on est quand même d'accord que c'est l'État profond, que Trump s'allie avec l'État profond pour des enjeux géostratégiques. Donc, je voulais mettre en avant cette actualité, les copains, parce que je la trouve centrale, je la trouve fondamentale dans ce qui se passe, et ça nous montre que on a peut-être encore des effets d'annonce, on sait peut-être leurrer tout seul une fois de plus, en attendant de Trump qu'il mette une branlée à l'État profond, alors qu'il en est peut-être un nouveau visage.
C'est possible. Je ne vous dis pas que c'est le cas. Je vous dis que, comme dans tout sujet, soyons prudents. Parce qu'on voit aujourd'hui la capacité... Voilà, alors, je vois dans le chat et je prends vos messages que ça nourrit les débats plus que si je radotais tout seul en permanence. Hein. Il n'y a plus de saison. Mon camarade, une fois de plus, qui m'explique, pas d'accord, BlackRock est une entreprise privée, rien à voir avec l'État profond. Alors là, camarade, je peux plus rien pour toi. Je pense que si on n'est au moins pas d'accord sur ça, bon, là, je peux absolument plus rien. Si l'État profond, en fait, est juste lié à des enjeux publics et non pas privés, là, par contre, je ne te soupçonnerai pas de mauvaise foi, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner non plus. Merci à Sainte-Anne pour le subprime 8e mois. Merci, camarade. Tyler Alderson 35 qui dit il y a 2 visions de l'État profond aux USA, faut le savoir. Oui, non, mais avec toute la complexité que la notion d'État profond peut revêtir, on est parfaitement d'accord là-dessus. Mais je dis juste que si on m'explique que BlackRock c'est les gentils et que finalement quand Trump fait une alliance avec BlackRock pour des enjeux géostratégiques, ça contribue à son plan de lutte contre l'État profond, soit j'ai rien compris, soit on n'est pas d'accord. Mais j'ai sûrement rien compris, il n'y a pas de problème. Mais bon, sur BlackRock, sur la construction de BlackRock, sur les liens entre BlackRock et l'état-major américain, notamment du côté de la CIA et du FBI, bon, si on m'explique que ça n'a rien à voir, là, je veux bien. Et bon, il n'y a plus de saison qui dit non, il n'y a pas du tout de mauvaise foi, juste une constatation. C'est ton point de vue, camarade. Là, je ne peux rien pour toi. Là, je peux rien pour toi. Et voilà, on n'est pas d'accord, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, moi, je suis de gauche. Depuis hier soir, je suis de gauche. Je suis chez Guevara. Chez Guevara. Si. Je sais pas. Chez Guevara. On m'a dit. Ouais, quasiment Staline. C'est quelque chose, hein. Bon, il n'y a plus de saison qui dit pour le débat. Hein. Je lis tous tes messages, camarades. Je t'ai pas dit que BlackRock était les gentils. C'est le plus gros fonds d'investissement au monde. C'est un État à lui tout seul. Oui. Non mais. Oui, évidemment. Mais le lien avec l'état profond, c'est de dire que c'est l'état profond à 100%. T'as raison, peut-être que je m'emballe. Dire qu'il n'y a pas de lien, je suis pas certain. Je pense qu'il y a peut-être une nuance, mais pourquoi pas. Il y a Steph C qui nous dit si l'état profond se restreint aux politiques, que dire de toutes les entreprises privées qui se mettent tous nos sous dans leur poche, les banques, Pfizer, McKinsey. Absolument. McKinsey, c'est un très bon exemple. On sait que l'origine même de McKinsey est liée au service intérieur américain. Donc, c'est précisément, en fait, l'idée de l'État profond américain qui, certes, au départ, est d'origine publique, s'organise dans l'État américain. L'idée, c'est justement de distancier, d'avoir des liens avec des entreprises privées qui vont montrer un semblant d'autres visages, c'est comme, il y a un mot pour ça, je perds le terme, comme des sociétés écrans, entre guillemets. C'est-à-dire que l'État profond se positionne au sein de l'État fédéral américain, si on parle des États-Unis, avec comme des sociétés écrans, ça porte bien son nom, où on retrouve derrière la CIA, le FBI qui ordonnent certains agissements. On a vu ça dans beaucoup de cas. C'est par exemple sur le projet MKUltra. Je sais, on en parle, c'est un des sujets interdits. Dans le projet MKUltra, vous trouvez l'État profond américain, au sein de l'État fédéral, évidemment, mais qui va ordonner à des universités de faire des tests sauvages sur des drogues, sur des choses comme ça. Dans le cadre du projet MKUltra, on va avoir un membre de la CIA qui va directement rencontrer le fabricant du LSD à l'époque, qui était l'entreprise Sandoz, une entreprise suisse, un type qui a inventé le LSD. J'ai fait un dossier dans Juste Mensuel il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un peu frais dans ma tronche. On a directement un représentant de la CIA qui va rencontrer cette entreprise suisse. Donc je suis d'accord avec toi, les enjeux publics-privés sont différents, mais c'est tout le principe de l'État profond. T'as pas un mec qui arrive qui dit bonjour, c'est moi l'État profond. C'est tout un ensemble de ramifications, c'est une toile d'araignée. Donc c'est là où peut-être, je pense qu'on peut être d'accord, j'espère. Carmine D qui nous dit est-ce que Trump n'a pas besoin d'une partie de l'État profond pour accéder à toutes les ramifications dans le but de les avoir à sa botte? Je ne suis pas pro-Trump, je me pose la question sur un plan stratégique. Mais peut-être, évidemment, plein de questions se posent et je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais ce que je veux dire par là, une fois de plus, le discours Trump va faire tomber l'État profond américain, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on se leurre tout seul, on se raconte n'importe quoi. Et pour l'instant, ça ressemble à un mensonge. On verra.
Et franchement, j'espère que le réel me donnera tort, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Parce que sinon, on n'est pas dans la choucroute. Hein. Donc voilà un petit peu là-dessus. Les copains, alors, on va y aller dans le gros sujet du jour, parce que là, là il est balèze. Le sujet du jour, là, il est costaud. Il est costaud, le sujet du jour. Je suis... c'est pédocriminalité. C'est un vendredi, c'est un mercredi détente, vraiment détente. On va bricoler, on va y arriver. En plus, vous êtes nombreux, hein. Merci les amis, vous êtes près de 1500, 133 là sur TikTok, je vois 400, presque 500 sur Twitch, sur TikTok. Tapotez l'écran, mettez les cœurs, je sais pas quoi, là, faites des trucs. Il paraît que ça fait buzzer. Faites-nous buzzer, bordel, j'ai envie de buzzer. Je fais un peu des blagues parce que ce qui arrive après, c'est tendax, hein, je vous le dis. Hein. C'est tendax. Après, c'est montagne russe de l'horreur. Donc on va bricoler. On va bricoler après, les amis. Alors, tu vois, je passe en full écran. Comme ça, vous avez bien ma gueule pour comprendre toutes ces histoires-là. Alors, affaire Betaram, Cottineau, Le Squarneck, sont-ce les écrans de fumée parfaits pour l'affaire Brigitte Macron? C'est un peu le thème de la séquence que je vous propose aujourd'hui. Sur le papier, vous allez me dire, Rémi, t'es complotiste. C'est vrai que là, je serais bien embêté. Mais je vais essayer de défendre cette thèse qui est l'idée de la séquence que je voulais vous proposer, les amis. On va prendre le temps de disséquer ces trois affaires, Betaram, Cottineau, Le Squarneck, d'analyser ça et de voir en quoi on peut y voir un lien, en tout cas en quoi j'y vois un lien avec l'affaire Brigitte Macron. Dans l'ordre. L'affaire Betaram, les amis, on en a beaucoup parlé déjà sur Juste Milieu. Je sais que beaucoup d'entre vous sont au courant, de tout ça. Je vais vous montrer... Attends, mon générique est parti. Je vais vous montrer la vidéo qu'on a faite exclusivement sur ce sujet. Donc, ça m'évitera de radoter. Et puis pour ceux qui ont suivi, qui l'ont déjà vu, ça évitera d'avoir des redites. Je vais vous montrer cette vidéo qui est sur la chaîne. Voilà, tac, c'est... Regardez, paf, 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 elle est où ? C'est celle-là. Affaire Betaram, le vrai scandale, Bayrou, on s'en fout. C'est une vidéo qu'on a publiée sur Juste Milieu il y a 9 jours maintenant. Donc si vous voulez vraiment l'ensemble de cette affaire, comme j'ai pu la traiter en tout cas, sur la base d'un script de Marie, qu'on salue évidemment. Donc allez voir cette vidéo, comme ça on part tout de suite du principe que vous avez vu et que vous êtes conscient, en gros, que vous connaissez cette affaire dans ses détails. Aujourd'hui, qu'avons-nous eu de plus sur ce scandale pédocriminel lié à une institution catholique, Collège Notre-Dame de Betaram, scandale pédocriminel sur des dizaines d'années, qui s'est étalé sur des décennies, avec une omerta absolue au niveau de la justice, au niveau des forces de l'ordre, au niveau politique, avec un Bayrou qui était déjà en poste politique à l'époque du côté du Béarn, et d'autres, il n'y a pas que lui, évidemment. Le principe d'une omerta, c'est que vous avez plein de gens. C'est trop facile de tomber à bras raccourcis sur un seul bonhomme. Et depuis l'éclatement de cette affaire, on alterne, si vous voulez, entre le grand n'importe quoi et le rien à foutre. C'est vraiment un savant mélange, un petit peu comme un Cuba Libre, tu vois. Coca, rhum, c'est vraiment... Voilà. C'est un savant mélange entre les deux, où on est face à un immense scandale pédocriminel. Mais ça va. Mais ça passe. Bayrou nous a dit non, mais en fait c'est bon, ça va. Vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai rien fait. Au début, il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Puis en fait, il était un peu au courant. Puis finalement, il a fait un signalement. C'est n'importe quoi. La défense est ridicule. Ça ne tiendrait pas 15 minutes dans un tribunal. Mais pour nos médias, c'est sérieux. Et ils ont décidé de ne plus trop en parler. Alors, ne plus trop en parler, pardon. On a eu d'autres réactions politiques depuis. Je pense à Elisabeth Borne, par exemple, le 21 février, qui était sur BFM TV, et qui, elle, nous a expliqué que le problème de cette affaire, ce sont les médias qui ont fait leur boulot. Écoutez. Le témoignage que Mediapart nous sort 30 ans plus tard, et la façon qu'ils ont de feuilletonner, voilà, c'est la méthode habituelle de Mediapart. Il y a deux choses. Il y a ce drame qui s'est passé dans cet établissement, et il y a l'exploitation politique qui peut être faite par Mediapart, par la France Insoumise, dont on a bien compris que leur objectif, c'est de transformer un drame qui appelle des réponses, et j'espère que la justice apportera ces réponses, j'espère que les victimes seront bien prises en charge. Heureusement, une enquête judiciaire s'est ouverte, et heureusement, on va pouvoir faire toute la lumière. Voilà. Donc Elisabeth Borne qui nous explique que le problème, ce sont les médias qui ont fait leur boulot de révéler, et on nous explique qu'en fait, c'est avant tout une question politique.
Hein, on a plus d'une centaine de plaintes aujourd'hui de jeunes qui ont été dans cet institut, qui ont été abusés, qui ont été violentés. Mais le problème, c'est évidemment les médias qui font le boulot de révéler tout ça. Évidemment, des années plus tard. Hein. On rappelle, c'est le principe d'une omerta, c'est que les affaires sortent plus tard, hein, évidemment. On a eu Juliette Méadel. Ah, pareil, moi, je ne savais pas qui c'était. Juliette Méadel, je pensais que c'est la marque de charcuterie d'Intermarché. Voilà, tu vois, et en fait, non, parce que c'est Monique Ranoux. Donc, ça n'a rien à voir. Juliette Méadel, elle est ministre déléguée à la ville. Déjà, son poste, tu as compris que de toute façon, elle ne met pas un pied devant l'autre. Elle est ministre déléguée à la ville. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est Montélimar? Est-ce que c'est Lambersart? Est-ce que... Tu sais pas. Tu sais pas, mais elle est là. Et regardez, elle, ce qu'elle nous a dit sur BFM, c'était il y a quelques jours, j'ai plus la date exacte, c'était le 18 février, sauf erreur. Fonction de l'État. La vérité doit jaillir, c'est une évidence. Mais à qui profite la dénonciation de ce scandale maintenant? À qui selon vous alors? Eh ben, moi, je trouve qu'il y a en Europe en ce moment des forces qui sont extra-européennes, pour ne pas les citer. Trump souhaite disloquer la démocratie en Europe. Voilà. Donc, en fait, pour Juliette Méadel, l'affaire Betaram explose à cause de Trump et Musk. Ouais, pourquoi pas? Je veux dire, non, mais à y être, moi, je pense sincèrement qu'il y a peut-être un lien avec Kylian Mbappé. Si on cherche un petit peu, il y a peut-être quelque chose. Et si on perd contre l'Irlande au rugby samedi, il y aura un lien avec Antoine Dupont. Voilà. Donc, c'est évidemment n'importe quoi. Hein. Il nous enrhume à ciel ouvert, mais en racontant n'importe quoi, avec des phrases de complotistes. Pour le coup, à qui profite le crime ou à qui profite l'affaire, c'est une phrase de complotiste par excellence. C'est vraiment, tu ne peux pas plus pure et parfaite comme phrase. Donc, sur cette affaire Betaram, on a le droit non seulement à un scandale pédocriminel dissimulé, on va nommer au poste de Premier ministre une personne directement incriminée, et en plus, on a le droit à nos gouvernants, à certains de nos gouvernants, mesdames Juliette Méadel et Elisabeth Borne, qui se moquent ouvertement du peuple en expliquant n'importe quoi. Et je ne ferai pas l'insulte de critiquer leur intelligence. Je pense sincèrement qu'elles savent très bien qu'elles disent n'importe quoi. Et qu'elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre que tout cela est scandaleux. Donc, sur l'affaire Betaram, je passe un peu plus vite parce que on a fait une longue vidéo déjà là-dessus, vous êtes au courant du contexte, donc je ne vais pas tout rappeler. On enchaîne avec une deuxième affaire. Alors, je voulais en parler parce que c'est une affaire gravissime, qui est un autre symbole de la réalité de la pédocriminalité en France. C'est l'affaire Le Squarnec, Joël Le Squarnec. Donc, je vous parle de cette affaire, pour le coup, de manière un peu imprévue, qui n'a pas vraiment à voir avec l'affaire Betaram et Cottineau, qui sont des affaires qui ont pris une ampleur politique. L'affaire Le Squarnec, c'est un petit peu un hasard du calendrier, parce que le jugement s'est ouvert le 24 février. Donc, cette affaire est là, mais c'est aussi une facette de la réalité de la pédocriminalité en France aujourd'hui, et je trouvais que ça avait un lien avec le thème de la vidéo. Donc, l'affaire Le Squarnec, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous la fais courte, c'est un homme qui a été accusé de plus de 300 viols et agressions sexuelles sur mineurs pendant près de 25 ans. On a retrouvé, et c'est une pièce au dossier, son journal avec plus de 1600 pages où il décrivait tous ses actes, façon Matzneff, comme on dit. Il a été déjà condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques à 4 mois de prison avec sursis, hein, évidemment, ce qui ne l'avait pas empêché de retravailler avec des enfants, comme il travaillait dans le monde de la médecine. Cela ne l'a pas empêché de retravailler avec des enfants dans la foulée de sa condamnation. Donc voilà le résumé de l'affaire Le Squarnec. Je vous montre un résumé un peu plus complet de l'INA, si vous voulez quelques éléments en plus, pour comprendre ce à quoi nous avons affaire. D'avoir violé ou agressé sexuellement 299 de ses jeunes patients. Joël Le Squarnec, 74 ans, a été pendant des années chirurgien dans l'ouest de la France. En 2017, sa voisine de 6 ans raconte à ses parents avoir été victime d'une agression sexuelle commise par Joël Le Squarnec. Il porte plainte aussitôt. Le début d'une affaire d'une toute autre ampleur. Un témoignage qui mène les enquêteurs sur la piste d'un prédateur sexuel. À son domicile, ils retrouvent des éléments compromettants. On va trouver des mises en situation, c'est-à-dire des photos de lui dénudé en érection avec des perruques sur la tête. Et on va trouver des carnets de bord. Des carnets qui vont conduire à l'ouverture d'une autre enquête. Elle se fonde sur les écrits contenus dans ces fameux carnets où plus de 200 noms d'enfants y figurent, dont certains qu'il a opérés lorsqu'il était chirurgien en Bretagne. Ce sont finalement 312 victimes potentielles qui seront identifiées. Le chirurgien prétextait des actes médicaux pour commettre ces agressions, comme le racontent ses victimes. Je revois tout. Je revois toute la scène avec la couverture qu'on m'enlève, le froid.
cette odeur alors qu'il avait soit sur les mains ou je sais pas, peut-être un parfum, j'en sais rien. Et puis lui quoi. Et lui en géant devant moi. Ce qu'il a fait, c'est innommable. Enfin, j'étais sans défense, j'étais endormie. J'ai vraiment pris ça pour une auscultation. Je venais de me faire opérer. J'avais la douleur de l'opération. Et je me suis pas méfiée de cette douleur. Je n'avais aucune connaissance de la sexualité à l'âge de 10 ans. Finalement, c'était un viol. Voilà, donc voilà l'affaire Le Squarnex sordide au possible, et je vous en parle parce que, comme je vous l'ai dit, hasard du calendrier, mais c'est une facette de la pédocriminalité, et pour être très clair, je le redirai dans la conclusion de cette vidéo, mais la légèreté avec laquelle on traite l'affaire Betaram permet ce genre d'affaires en France. Parce que la pédocriminalité n'est pas prise au sérieux en France, on va être très clair. Ce sera la conclusion de la vidéo, je vous spoil tout de suite, au moins il n'y a pas de suspense. C'est pour ça aussi que je vous en parle. On rigole de l'affaire Betaram quand on voit des membres du gouvernement qui arrivent et qui racontent n'importe quoi, mais c'est bien la preuve qu'on ne cherche pas à combattre les abus sur les gosses en France. C'est aussi ça qu'il faut voir sur le plan symbolique. Donc ça, c'est pour l'affaire Le Squarnex. Là, on va rentrer dans le sordide. Je vous le dis tout de suite, déjà on était très bien. Là, on va aller sur l'affaire Cottineau. L'affaire Pierre-Alain Cottineau. Là, pareil, on a un volet politique parce qu'on parle d'un représentant politique de la France insoumise. Tiens, on n'a plus de nouvelles. Antoine Léaumont s'était mobilisé sur l'affaire Betaram. C'est marrant, on n'a plus de nouvelles. Depuis le fait que l'affaire Cottineau soit ressortie, on va prendre le temps de parler de cette affaire-là, bien comprendre là encore de quoi il s'agit. Je vous montre un petit résumé qui a été fait sur TF1. Vous voyez, en plus, j'ai des infos parfaitement solides. Parfaitement, c'est des médias mainstream. Moi, j'aime bien. Au moins, c'est tu vois, c'est sérieux. Ça ne met pas en doute. Alors, attends, j'avais un lien. Ah oui, il me manque un zéro. Regarde, paf. Si je mets les zéros, il y a la vidéo. C'est magnifique, c'est l'Internet. Regardez ce que nous a expliqué TF1, c'était il y a quelques jours en arrière, sur cette affaire Cottineau. Après, je vous donnerai plus d'éléments de contexte. Accrochez-vous. Si vous êtes un peu sensible sur ce genre d'affaires, donc, voilà un peu l'idée. TF1 a la modestie de ne pas nous dire le nom de ce monsieur qui s'appelle Pierre-Alain Cottineau. Donc vous avez compris l'ampleur de cette affaire. On va vraiment prendre le temps de regarder les faits et de voir ce qui ne va pas du tout. Et on analysera ensuite l'ensemble de ces trois affaires pour comprendre pourquoi la France mérite son surnom de Pédoland. L'affaire Pierre-Alain Cottineau, donc du nom de ce monsieur, vous avez vu comme les métiers qu'il a exercés en contact direct avec des enfants. Ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire n'a pas été trop évoquée à gauche. Côté de la France insoumise, alors, vu qu'il faut parler de l'aspect politique de ces affaires, quand c'est Bayrou, voilà. Et M. Cottineau a été candidat à la France insoumise au départemental de 2021. Ça pose un homme. Il vit à Oudon. Il vit à Oudon, donc à 30 km de Nantes, père séparé, assistant familial de 32 ans, plusieurs enfants accueillis, dont une enfant lourdement handicapée. Et c'est précisément cette histoire qui a permis aux policiers, aux brigades de protection des mineurs, de faire le lien avec M. Cottineau. Parce que sur une vidéo d'abus qu'il commettait sur cette pauvre enfant, les policiers ont reconnu un lit médicalisé. Et c'est comme ça qu'ils ont remonté la piste. Donc pour vous dire l'horreur de la chose. Ce monsieur, Pierre-Alain Cottineau, est connu dans les milieux associatifs en tant que président de l'association Esprit Arc-en-Ciel. Et il participait à la défense des droits des personnes LGBT. C'est un élément très important, on y reviendra, là encore. En étant prudent et de ne pas hurler bêtement, on va réfléchir froidement sur ce que ça veut dire. Donc, les faits, la vidéo de TF1 les rappelle un petit peu. Cottineau est suspecté d'avoir filmé les viols et les sévices qu'il aurait infligés à cet enfant donc handicapé, ce que je vous disais, avec une diffusion des images sur des boucles pédocriminelles internationales. Un article du Parisien publié il y a quelques jours nous disait que, en plus, ce monsieur, alors je vais vous montrer l'article juste après, ce monsieur organisait, je cite ce que dit le Parisien, des rendez-vous de l'horreur à son domicile et dans d'autres lieux avec 5 hommes. Et les policiers ont identifié à ce jour 4 victimes, dont la plus jeune aurait à peine 6 mois. On laisse un silence quand même sur ça. Je vous avoue que je ne suis pas complètement à l'aise de vous parler de ces trucs-là parce que c'est sordidissime, évidemment. Je vais vous montrer ensuite l'article du Parisien du 22 février qui nous a donné plus d'infos là-dessus. Hop. Donc ça, c'est pour les faits. Pour faire le tour des faits, les amis, par rapport à tout ça. Regardez, attendez, je vous retrouve l'article du Parisien, comme ça on sera complet. 22 février, c'est lui. Regardez. Attendez, j'arrive. Tac. On est où Est-ce que j'ai le bon? Regardez, tac, tac, tac. Comme ça,
Vous avez la source qui va bien. Il faut toutes les sources. Voilà. Les rendez-vous du réseau de l'horreur. C'est cet article-là du Parisien pour vous montrer un peu tous les articles que j'ai utilisés. Alors, dans cette affaire, spécifiquement l'affaire Cottineau, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que rien ne va dans cette affaire. Et vous allez voir pourquoi tout est lié, selon moi. L'affaire Betaram, l'affaire Le Squarnec, l'affaire Cottineau et l'affaire Brigitte Macron, d'une certaine manière. La mise en examen de Pierre-Alain Cottineau a eu lieu fin septembre 2024. L'affaire explose en février 2025. Donc, vous voyez, il y a quand même une temporalité. Le secret de l'enquête, tout ça, je veux bien. Mais le secret de l'enquête, ça existe quand ça nous arrange. Hein. Nos médias ont suffisamment de contacts avec les services de police pour avoir des infos. Certaines affaires, on est au courant le lendemain de l'arrestation. Donc, Cottineau a été mis en examen, je cite, pour viol avec acte de torture ou de barbarie, placé en détention provisoire, alors qu'il tentait de prendre la fuite vers la Tunisie. Ça, c'est un élément qui sort peu. On a appris dans un article de Valeurs Actuelles du 2 octobre 2024, il y a peu de médias qui en ont parlé au moment de la mise en examen, et il faut les saluer. Il faut saluer ce boulot, et tous ceux qui disent « Ah oui, mais c'est Valeurs Actuelles, c'est l'extrême droite », évidemment, allez vous faire cuire le cul. C'est pas le sujet d'une espèce de récupération politique à deux balles. Quand des médias font le boulot, Mediapart a fait le boulot sur Betaram, Valeurs Actuelles l'a fait sur l'affaire Cottineau, on s'en fout des orientations politiques des médias. Valeurs Actuelles a fait un article en nous expliquant que Cottineau avait reconnu devant la police avoir des penchants pédophiles. C'est assumé. L'article du Parisien du 22 février 2025 va encore plus loin et nous explique, je cite, « Les policiers se demandent si son parcours n'a pas commencé bien plus jeune, dès l'âge de 17 ans alors qu'il officiait comme baby-sitter. » Voilà, on est vraiment au top du top hein, sur ce genre d'affaires. Ensuite, pourquoi ça ne va pas ? Sur l'affaire Betaram, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, sur l'affaire Betaram, vous avez vu certains partis politiques monter au créneau en disant « Mon Dieu, c'est scandaleux ». Il y a Antoine Léaumont, notamment député de la France Insoumise, qui avait dit « C'est un scandale, il faut défendre les victimes et tout ». Et c'est marrant, parce que depuis, on les entend plus, la France Insoumise. Et les quelques rares représentants politiques de gauche, et surtout de la France Insoumise, qui étaient montés au créneau, c'est marrant, on les entend plus. On les entend plus. Pourtant, l'affaire Cottineau, elle avait bien été gérée en interne. D'après les sources que je vous cite, il avait été radié de la liste des militants au moment de la mise en examen. Donc ils étaient au courant. Ils le savaient. Quand il a été mis en examen, ils le savaient. Ils l'ont radié de la liste. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de communication. Là, aucun de la France Insoumise, sauf erreur, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des preuves là-dessus, aucun membre de la France Insoumise n'a mis des messages pour dire « Voilà, nous avons eu vent de ça, nous avons traité l'affaire, c'est un scandale, ce monsieur a été écarté, on espère qu'il sera condamné. » Parce qu'il ne faut pas non plus être imbécile. Quand vous hébergez des gens comme ça dans vos rangs, et je veux bien croire qu'ils ne le savaient pas, tu vois, la présomption d'innocence. Quand vous hébergez des gens comme ça, ce qu'on attend de vous, c'est au moins de réagir. Vous ne pouvez pas effacer le passé. Si vous apprenez ce genre d'horreur, il faut agir tout de suite et dire que vous avez agi. Pour moi, c'est ça qui compte. Faire un procès a priori en disant « Oui, mais vous avez hébergé quelqu'un comme ça », je veux bien croire qu'ils ne le savaient pas. Pourtant, ils n'ont même pas communiqué sur leur réaction, le fait d'avoir radié ce monsieur, en ayant appris l'atrocité des actes que je vous ai cités. Donc, c'est là où ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. On a au moment de la mise en examen, c'est Valeurs Actuelles qui l'avait rappelé dans son article d'octobre 2024, Manuel Bompard avait dit « Nous avons découvert cela avec horreur ». On a eu quelques petites réactions, pêle-mêle quand même, il faut les rappeler. Et on a eu une réaction, quelqu'un qui a dit « Nous sommes profondément attristés et choqués ». Qui a dit ça? Andy Kerbrat. ouais. Celui qui a été arrêté pour achat de drogue dans le métro parisien, achat de drogue à un dealer mineur. Voilà. Andy Kerbrat, il avait dit « Nous sommes profondément attristés et choqués » sur l'affaire Cottineau. Voilà. Donc le hasard de l'histoire a fait que ce monsieur a été arrêté quelques semaines plus tard, pour des faits certes moins graves, mais quand même d'une certaine gravité. On continue, parce que, comme je vous l'ai dit, curieusement, Antoine Léaumont, par exemple, qui est le symbole un petit peu pour moi de ça, je l'avais épinglé à l'époque quand l'affaire Betaram a explosé. Léaumont avait fait de la politique politicienne en expliquant que c'était d'abord un scandale politique, montrant que ces gens-là s'en foutent complètement des victimes. Il avait un peu corrigé le tir quelques jours plus tard, rien à voir avec mon intervention, je m'en doute. Mais là, sur l'affaire Cottineau, on a bubule. Sur l'affaire Cottineau, on a bubule. Donc, rien ne va là-dessus. Et pour être très clair, on y reviendra dans l'analyse, mais si j'étais complotiste, je vous dirais que cette affaire Cottineau sort au bon moment. Au moment où il y a l'affaire Betaram et que le gouvernement est directement aux prises avec un scandale pédocriminel, les seuls opposants politiques qui montent au créneau, c'est la France Insoumise, et ils se mangent une affaire dans leur rang. La temporalité est curieuse.
Et d'ailleurs, tout est tellement curieux que même le Parisien nous explique qu'il y a un relent de complotisme. Parce que comme je vous l'ai dit, certains médias ont fait le boulot. Et ça, champagne, ça c'est bien. Mais avec des pincettes extraordinaires. Regardez sur l'article du Parisien que je vous ai montré. Ils ont fait le boulot, donc il n'y a pas de problème. Ils ont fait le boulot. Mais je vais vous lire le premier paragraphe pour vous montrer la distance que prennent nos médias quand ce genre d'affaires sortent, alors que ces mêmes médias nous ont expliqué que les réseaux, ça n'existe pas, que la pédocriminalité, c'est un fantasme d'extrême droite. Même quand ça sort et que le réel s'impose à eux, regardez ce que nous écrivent ces médias. Des pédocriminels qui parcourent des centaines de kilomètres pour imposer des sévices et des viols à de très jeunes enfants dont des bébés, des victimes ciblées dans l'environnement professionnel d'un suspect, des soupçons de soumission chimique, des orgies sexuelles filmées et diffusées sur le darknet, ces scénarios abominables pourraient nourrir des fantasmes complotistes. Et pourtant, il s'agit de la réalité d'une très sordide affaire criminelle qui plonge depuis plusieurs mois les policiers et magistrats dans la sidération. Voilà. Donc, même quand le réel s'impose à eux, ils t'expliquent que le réel est complotiste, qu'il ressemble à du complotisme. Alors que ce réel leur donne tort sur toute la ligne. Les réseaux existent. Les réseaux existent. Ce genre d'horreur existe. Et ils nous expliquent toute l'année que c'est d'un fantasme, et même quand ça arrive, ils nous redisent que ça ressemble à un fantasme. Donc, quand je vous dis que rien ne va sur cette affaire, rien ne va. Alors, on arrive un peu à l'analyse et la conclusion de cette séquence, les amis. Comme je vous l'ai dit, je le redis, la temporalité de ces affaires, pour moi, est suspecte. Plus que suspecte. On rappelle, pour faire le lien, je vous donne mon avis, et n'hésitez pas bien sûr en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ça n'est que mon avis, que mon analyse, qui ne regarde que moi, qui n'a pas de portée universelle. La chronologie, pour moi, est curieuse, voire suspecte. On rappelle qu'il y a quelques mois, enfin quelques semaines en arrière, la fameuse Candace Owen avait dit qu'elle allait sortir toute l'histoire autour de Brigitte Macron. Pour ceux qui suivent l'affaire, notamment en France, il n'y a pas eu de grande révélation. Mais ce n'est pas le sujet, on s'en fout. Le monde entier peut être au courant de ça. Elle a fait des vidéos en anglais, donc destinées au monde anglophone, qui est très large, des vidéos qui ont déjà des millions de vues, voire peut-être des dizaines de millions de vues. Donc le monde entier est capable de voir ce que certains ont découvert en France, de manière factuelle. On a eu ça, donc c'était au début de l'année 2025, et on a eu l'affaire Betaram. Mediapart avait fait un petit peu le boulot en amont, il faut les saluer une fois de plus, et puis ça a explosé. Les autres médias ont décidé d'en parler, entraînant avec eux des opposants politiques et compagnie. Donc cette affaire a explosé alors que Mediapart avait fait le boulot quelques années en arrière de l'affaire Betaram. Et là, on ne sait pas pourquoi, avec quelques révélations en plus, cette fois on en parle. Cette fois on en parle. Il y a l'affaire Betaram qui mouille du coup directement Bayrou, tout le monde s'en fout, le mec ne démissionne pas. À aucun moment il ne démissionne. C'est pas une présomption de culpabilité, c'est juste de dire je suis accusé de faits aussi graves, je vais me retirer pour préparer ma défense. Ils s'en foutent complètement. Et non seulement ils s'en foutent, et ils envoient des sbires à la télé nous raconter n'importe quoi, ou Darmanin à l'Assemblée nationale à raconter n'importe quoi. Donc, pour vous dire où on en est. Où on en est. Et nos médias qui traitent ça, certes, certains font le boulot, mais n'ont pas l'air plus gênés que ça à l'idée de ce qu'ils sont en train de révéler et de ce que cela veut dire dans notre société. Donc on a eu ça. Comme je vous l'ai dit, des membres de la France Insoumise sont montés au créneau, et là c'est l'affaire Cottineau. Alors que le mec a été mis en examen en octobre 2024. Et l'affaire Cottineau, elle sort maintenant. Finalement, les médias ont décidé de dire oui, c'est grave, on avait oublié, mais c'est grave. Et donc, je pense sincèrement en mon fort intérieur, et c'est sûrement complotiste, sans aucun doute, sans aucun doute. Et je m'en excuse auprès des fact-checkers. Au moins, je leur mâche le boulot, c'est complotiste. Je pense que ces temporalités ne sont pas liées au hasard. Au moment où le monde entier peut prendre connaissance de la réalité du couple présidentiel, entre guillemets, de ceux qui nous gouvernent, en France, on sort ce genre d'affaires. Et je pense que c'est un écran de fumée, c'est un moyen de détourner l'attention. Et en plus, c'est un usage politique qui est fait de la pédocriminalité. Ce qui intéresse les journalistes et les partis politiques avec l'affaire Cottineau, c'est le positionnement politique. C'est la capacité de réduire au silence une opposition qui montait peut-être un petit peu trop fort sur l'affaire Betaram. Et évidemment, je tape sur le gouvernement, je tape sur la France Insoumise, mais il faut rappeler tous les partis autour, sauf erreur de ma part, et là encore, dites-le en commentaire si vous avez des preuves de ça, évidemment, aucun parti politique n'a réagi à l'affaire Cottineau. Quelques rares politiciens peut-être de quelques partis ça et là, mais avez-vous entendu Marine Le Pen, Glucksmann, Tondelier, Bardella, Rousseau, Hollande, je ne sais qui, parler de l'affaire Cottineau?
concernant la France insoumise. Donc, c'est plus une omerta à ce niveau-là. C'est que nos politiciens ne veulent pas en parler. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. On utilise les affaires de pédocriminalité quand il y a des enjeux politiques. Voilà. Quand il y a des enjeux politiques, on le sort. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'enjeu politique, donc on n'en parle pas. Ou alors, est-ce à croire qu'ils n'en parlent pas de peur que certains dossiers sortent de leur côté aussi, ce qui ressemblerait à l'articulation affaire Betaram, affaire Cottineau. Peut-être, je ne sais pas. Là encore, c'est complotiste. Donc, ce que je pense sincèrement, c'est qu'à l'heure où l'affaire Brigitte Macron prend une tournure internationale, avec toutes les réserves que l'on peut avoir, vrai ou faux, en tout cas, ces enquêtes sont en train de sortir à l'international, je trouve que les deux affaires qui sortent en France sont plutôt pratiques, pour minimiser aussi. C'est le deuxième volet de ce que je voulais vous dire, pour minimiser. Parce que, admettons, quand on compare ces affaires, admettons Brigitte Macron a une teub, pourquoi pas. Admettons Brigitte Macron a rencontré Macron quand il avait 15 ans, ou 14 ou 16, pourquoi pas. Mais à côté de l'affaire Betaram, à côté de l'affaire Cottineau, qui peut oser dire que c'est aussi grave, ou plus même? C'est pratique aussi pour niveler la gravité des affaires. C'est très pratique. Sur le plan des commentaires, sur le plan purement observationnel. Je ne vous dis pas que ça a été piloté par Jacques Attali et ma grand-mère, je ne sais pas quoi. Sur le plan purement observationnel, dans un traitement journalistique, ben ça nivelle, ça tempère. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins grave. Vous comprenez, il y a aussi toutes ces affaires-là. C'est un petit peu moins grave. Et donc, si vous voulez, il y a ce fait de minimiser l'affaire. Et je pense aussi qu'il y a une normalisation de la pédocriminalité, qui ne date pas de ces affaires-là, qu'on soit bien d'accord. Mais quand on voit cette coalition médiatico-politique, on voit qu'aujourd'hui, la pédocriminalité est un fait divers. Est-ce que l'affaire Cottineau a fait la une d'un seul journal? Betaram, si c'est pas Bayrou qui est Premier ministre, qui en parle? Personne. Donc, ces affaires-là nous montrent une fois de plus, on parle souvent de fenêtre d'Overton, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On vous parle de ce genre d'affaires, on en parle moins que si Mbappé mettait un triplé contre je ne sais quel club. Pour prendre quand même la mesure des choses. On vous en parle moins dans les médias ces 2 dernières semaines. Je me farcis les quotidiens tous les jours, donc je peux vous le dire. On vous parle moins des affaires de pédocriminalité, le Squarnec, Cottineau, Betaram et tutti quanti. On vous en parle moins que le duel Retailleau-Vauquier. Comptez les nombres de pages, hein, vous emmerdez pas. Alors, j'ai pas le calcul exactement en tête, mais je les parcours tous les matins. Comptez le nombre de pages. Et vous allez voir. Le duel Vauquier-Retailleau attire plus l'attention de nos journalistes que les affaires de pédocriminalité. Donc, ça normalise. Ça normalise les choses. C'est un fait divers. Et puis, nous aussi, en tant que citoyens, on se dit, mais s'ils en parlent pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on a la mesure quand même? C'est pour ça que j'ai insisté sur les faits tout à l'heure, notamment de l'affaire Cottineau. C'est pas pour faire dans le sordide et puis dans le scoop et vous montrer que c'est gore et tout ça. Mais c'est pour que chacun comprenne la réalité. On a tous des nouveau-nés autour de nous, de 5-6 mois, les nôtres, de nos proches, de nos amis, de je sais pas quoi. Ce sont des bambins qui ont été abusés. Et il n'y a aucune réaction en France. Aucune. Et on est tous là, ouais, mais quand même, l'Ukraine, ouais, mais ouais, en fait, ouais. Mais est-ce qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on est en train d'accepter? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que l'affaire Cottineau nous fait moins réagir que le clash Trump-Zelensky. Alors on va me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, Rémi. Évidemment que ça n'a rien à voir. Mais je parle en temps de cerveau, en temps d'attention, en termes de réaction citoyenne. Vous vous rendez compte que ça ne choque plus personne. C'est ça la fenêtre d'Overton. C'est bien de se branler les neurones, et c'est ce que je fais en permanence sur Twitch, à expliquer, à faire des grands raisonnements. La fenêtre d'Overton, c'est ça et tout. Mais là, on a une illustration. On n'a pas une explication, on a une illustration du fait que notre pouvoir en place a fabriqué notre incapacité à réagir, a fabriqué un état de sidération, où on nous explique qu'un représentant politique a violé des bébés, et nous on est là en disant « Ah ouais, ouais. Ouais, mais du coup Zelensky, il a dit quoi? Il a dit fils de pute à Vance ou pas ?» On en est là. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est pas moi qui vais mettre le feu à l'Elysée. J'ai le beau rôle, je suis dans ma chaise, je fais du Twitch, je suis pas non plus le Jean Moulin de l'équipe. On est bien d'accord. Mais pour ceux qui suivent Juste Milieu, j'essaie à ma minuscule échelle, avec l'audience de Juste Milieu, j'essaie d'en parler le plus souvent possible de ce genre d'affaires pour justement créer un type de réaction. J'espère entraîner ce type de réaction. Mais vous vous rendez compte d'où on en est?
Et je le redis, je ne suis pas le Jean Moulin de l'équipe, je suis une pompe à vélo, je vis en Suisse, je fais du Twitch, je suis une cagole, il n'y a pas de problème. Mais le peu que je peux faire, j'essaie de le faire. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. Ce genre d'affaires, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Alors qu'il y a bien des pays où, en fait, il y a le feu devant l'Élysée et les gens disent, attendez, on arrête tout. Tant que ce gouvernement ne tombe pas, on arrête tout. Parce que ça n'est pas concevable. Bayrou, sur l'affaire Betaram, a gardé le silence en toute connaissance de cause jusqu'à preuve du contraire, sur des dizaines d'enfants abusés ou violentés. Alors, ça aussi, je voulais finir sur cette réflexion. Petite parenthèse, mais Betaram, on nous dit, ah ouais, mais c'est encore les catholiques. Décidément, ils ont le beau rôle, les conservateurs. Ben, c'est marrant, sur l'affaire Cottineau, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un militant LGBT. C'est un militant, notamment de Evras, de l'enseignement sexuel à l'école. On a vu sur certains posts des réseaux sociaux que M. Cottineau a pu faire, on a vu son soutien à ce genre de projet. Et là, c'est marrant parce que j'entends personne faire un lien. L'Église, elle mange. L'Église, elle mange. Et a raison, il y a plein d'affaires, pas de problème. Mais c'est marrant sur les gens qui soutiennent le projet de l'enseignement sexuel à l'école, avec l'affaire Cottineau qui nous maîtrise, qui nous montre qu'il y a au moins un exemple d'un détraqué sexuel qui défendait ce genre de choses. C'est marrant, personne ne fait le lien. Et ce serait scandaleux, on nous dirait, mais attendez, vous avez un exemple parmi tant d'autres, ça ne veut rien dire. Statistiquement, l'Église, si tu prends le nombre de gens qui ont été abusés par des prêtres et compagnie, et le nombre de catholiques dans le monde, c'est pas grand-chose non plus. Donc on voit bien des liens où on veut les voir aussi. Donc cette affaire, elle nous explique aussi ceci, elle nous explique aussi ça. C'est le refus, notamment de considérer ces affaires, la capacité que notre système médiatico-politique a à créer chez nous une absence totale de réaction, mais vraiment une indifférence même à ce genre d'affaires, et en plus, la capacité du système médiatico-politique à créer des liens ou pas, et donc à nous dire quoi penser. À nous dire, à nous autoriser à penser telle ou telle chose. Donc je voulais aussi faire cette réflexion-là en étant très prudent et qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas du tout que tous les militants LGBT+ sont des pédophiles. Ceux qui ont compris ça sont des abrutis. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Au contraire. Je dis juste que quand il s'agit des catholiques, on n'hésite pas à faire un lien immédiat en disant « Ah oui, mais les cathos, de toute façon, l'Église catholique, ils violent les gosses ». Si on fait le même type de lien avec l'affaire Cottineau, on peut dire les militants qui soutiennent Evras, ils violent des gosses. Donc ça ne veut rien dire dans un sens et dans l'autre. Ou alors, si on veut faire des liens, faisons-les jusqu'au bout. Faisons-les jusqu'au bout et sur toutes les communautés. Pas juste ceux qui nous arrangent, où on sait qu'ils vont rien dire comme les cathos. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant cet élément, les amis. Donc voilà, pour finir les copains sur cette séquence rude, désolé, on finit la journée pas de la plus belle des manières, mais je voulais absolument vous parler de ça, vous proposer ces éléments d'analyse assurément complotistes sans aucun doute, mais pour moi le plus intéressant, c'est pas tant la temporalité, c'est pas tant la chronologie, comme je l'ai dit, c'est une supposition de ma part. Le plus important pour moi, c'est de montrer que même nous, dans des médias alternatifs, des communautés de médias alternatifs et compagnie, même nous, on est dans un état de sidération. Même nous, ils nous ont eu d'une certaine manière, et que ce genre d'affaires, on s'en branle. On ne réagit pas comme on devrait réagir. Et je pense que ça devrait faire beaucoup plus de bruit. Chacun d'entre nous devrait parler de ça. C'est pas tant partager la vidéo juste milieu. Si vous avez aimé, vous le partagez, mais je m'en fous de partager les articles qui parlent de ça. Vous, d'écrire des messages. Vous, de parler de ça, de partager, d'expliquer que ça vous scandalise. Ne serait-ce d'expliquer que ça nous scandalise. Et même ça, même nous, dans des communautés dites alternatives, même nous, on ne le fait pas vraiment. On va pas se mentir. On est tous là en train de se dire « Ouais, mais nous, on regarde ça, on est conscient de ça, on est conscient de ça. » Mais au fond, on est peut-être conscient. Moi, je fais YouTube, mais c'est pareil. Vous regardez, moi, je fais, mais on s'en fout, c'est la même salade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, on se donne le beau rôle en disant « Je suis conscient de ça parce que j'ai regardé une vidéo d'Aberkan, Poulain, Putsch, juste milieu, je sais pas quoi. » Mais en attendant, on fait pas plus. On fait pas plus que ceux qui ne regardent pas. Donc, qu'on soit bien d'accord, si un journaliste du Figaro, de Libération ou un fact-checker est dans le secteur, je n'appelle pas à la révolte. J'appelle juste à l'engagement citoyen. C'est aussi ça. Vous êtes beaucoup à me poser la question de me dire « Ouais, mais comment on fait pour changer les choses? On va pas faire tomber Macron. » Ouais, on va pas faire tomber Macron. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un message, d'envoyer un mail autour de vous, de dire « Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de politique. Juste regardez. Le Parisien en a parlé. Regardez. » Le Parisien en a parlé. C'est même pas juste milieu, on s'en fout. Partagez pas ma vidéo, je suis un complotiste. L'article du Parisien, regardez ce qu'ils disent. On viole des bébés. On viole des bébés en France et tout le monde s'en branle. C'est ça l'engagement citoyen.
On fera pas tomber Macron, mais à votre échelle, c'est ça que vous pouvez faire. Donc arrêtons de nous donner le beau rôle en disant « Ouais, mais nous, on regarde des trucs alternatifs. » On fait pas plus. Donc ce qu'on peut faire, essayons de le faire. Ce que je peux faire avec Juste Milieu, j'essaie de le faire. C'est pas révolutionnaire, ça change pas forcément le goût de la soupe, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer, qui est tout aussi important que le mien avec Juste Milieu, et que celui des autres médias alternatifs. Vous avez ce rôle à jouer de faire parler de ce genre d'affaires, de le partager, de l'évoquer. C'est ça qui donne du poids. C'est que les gens se révolteront s'ils sont au courant des choses et s'ils acceptent d'être au courant et de le partager. Si on ne le fait pas, on ne peut pas se plaindre. Donc aujourd'hui, on abuse des bébés et tout va bien et tout le monde s'en cire. Donc voilà, un peu les amis, ce que je voulais vous dire sur cette séquence. On finit sur ça, les copains. 18h03 les amis, on est dans le tempo, on est dans les temps. Les amis, sur cette séquence, pardonnez-moi, un petit peu musclé, un petit peu vénère, mais je voulais absolument vous parler de ça, proposer un lien entre ces affaires-là, les copains. Ce que je trouve vraiment, vraiment terrible, mais voilà, ça me semblait important d'en parler, les amis. Voilà. Désolé les copains. Voilà, et à la fin, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est vraiment un message d'encouragement pour finir là-dessus, les amis. C'est un message d'encouragement aussi à ne pas baisser les bras. Vous avez une capacité d'action, vous avez la possibilité de partager, de parler, de faire des choses. Mais faites-le, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que ça sert à rien qu'il faut pas le faire. C'est tout le panache à la française. On aime bien ces références-là, on est tous là, les trois mousquetaires, De Gaulle, machin et tout. Le panache à la française, c'est ça. C'est parce que c'est perdu qu'il faut le faire. C'est exactement pour ça. Et parfois, on peut se planter. Donc, ça fait plaisir. Et c'est ça le but du jeu, les amis. Ce que je voulais vous dire pour finir sur une note positive, c'est ça qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous. Alors, regardez Juste Milieu, je vous remercie. Vous êtes super nombreux. Vous êtes plus de 2000 là. C'est extraordinaire. Je suis très heureux. On a 400 000 abonnés sur Juste Milieu. C'est un plaisir énorme. Donc, je suis très content. Mais ça, c'est, entre guillemets, c'est passif, si j'ose dire. J'ai aussi envie que Juste Milieu soit pour vous une force d'entraînement. Vous entraînez à partager les choses, à apprendre, à comprendre, à être acteur de tout ça. Vous n'êtes pas acteur quand vous regardez des vidéos. Vous êtes acteur quand vous partagez, quand vous en parlez, quand vous vous appropriez les sujets et que vous-même, derrière, vous les traitez. Vous faites ce travail-là. C'est ça qui est important, les amis. Vous êtes acteur autant que moi. Donc, on est ensemble là-dessus. Je voulais finir quand même sur ce petit message positif, les amis. On est tous ensemble, pas juste parce que vous me regardez. On est tous ensemble parce que vous êtes acteurs comme moi de tout ce qui se passe. Donc, ne baissez jamais les bras. Partagez, réfléchissez, intégrez les sujets. C'est vous qui allez changer les choses tous ensemble, avec vous, avec moi, avec tout le monde. C'est ça qui est important. Voilà les copains, on finit là-dessus. Je vous laisse avec la farce tranquille. Et ben voilà, regarde, on est à peu près dans les temps. On est pas mal. Les amis, on y va avec la farce tranquille, épisode 185. Ça a un petit peu commencé, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'est la propre concurrence, les copains. Merci. Merci d'avoir été là. Et je le sais, en plus, que sur ce que je vous dis pour finir là-dessus, je sais que vous êtes déjà beaucoup à le faire. Je le sais. Et je le sais. C'est pour ça que c'est important de vous le dire aussi, c'est de rester motivé. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Et c'est pour ça que je dis ne baissez pas les bras. Continuez à faire ce que vous faites. Ça a du sens. Ça a du sens. Ça marche. Ça marche. On est là. On n'est pas des tarés. Et c'est le bonheur que je vois après le spectacle. Je vous parle de ça. C'est pas pour faire la promo du spectacle. Vous venez si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous venez pas. Mais ce que j'aime aussi dans le spectacle, c'est ces moments-là où on se retrouve après, où je discute avec vous et je vois des gens qui sont pas seuls et qui se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls. Et donc, c'est cool aussi de partager, boire un coup, c'est sympa. Mais que les gens entre eux se disent, bah tiens, si t'es là, c'est que finalement, on n'a pas de raison de se mettre sur la gueule. On est tous des curieux à se poser des questions, à machin et tout. On ne pense peut-être pas les mêmes choses, mais on a des raisons d'être copains. Et ben c'est ça aussi. L'esprit juste milieu, c'est pas juste YouTube à regarder passivement des vidéos, c'est aussi que les gens parlent entre eux. Moi, je suis un trait d'union, mais que les gens parlent entre eux. Et l'idée du spectacle, c'était aussi ça, les copains. C'était aussi qu'entre vous, vous puissiez devenir copains. Et venir à un spectacle juste milieu, c'est peut-être rencontrer des gens qui vont devenir vos potes, qui vont devenir vos amis, et avec qui vous allez prendre l'apéro en regardant la farce tranquille. C'est aussi ça l'histoire. C'est aussi ça l'histoire, les amis. Donc voilà, merci. Merci d'avoir été là du fond du cœur. Vous êtes très nombreux ce soir. Je vous laisse avec la farce tranquille. Demain, 16h45, même heure, même endroit, le Juste Bistrot. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France. Allez le PSG ce soir, allez la France, voilà. Allez, à demain.